Good afternoon, good morning, good evening for those of us. Bonjour pour ceux qui sont en ligne et bienvenue au Forum Croissance verte et développement durable 2021. Je m'appelle Madame Vansley et je suis la directrice adjointe direction de l'environnement à l'OCDE et je souhaite la bienvenue à ceux qui assistent en personne et à ligne. Alors, le forum CVDD, c'est l'événement phare de l'OCDE sur la croissance verte. Le thème général de cette année, c'est Relance verte, repenser le cadre bâti et les transports. Nous allons explorer le rôle des mesures de relance post-Covid pour reconstruire mieux, pour s'attaquer à la crise climatique et d'autres mesures. Cela a pris également à revoir les transports, la reconception des villes pour un avenir plus vert. Et suite à la conférence COP26 la semaine dernière, c'est une opportunité d'échanger avec les décideurs politiques et les experts sur les actions concrètes, ambitieuses en faveur du climat dans le domaine du transport, des villes et de l'environnement bâti. Nous marquons également le 10e anniversaire de la stratégie de croissance verte de l'OCDE qui a été lancée en réponse à la crise financière mondiale pour trouver de nouvelles sources de revenus. Alors, ce forum a deux objectifs. Premièrement, faciliter le dialogue multidisciplinaire sur les questions de politique relatives à la croissance verte et au développement durable. Et deuxièmement, identifier les lacunes dans les connaissances et les domaines de travail futurs. Je suis sûre que nous serons en mesure d'atteindre ces objectifs avec les décideurs politiques et les experts que nous avons réussi à réunir. Et sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter les orateurs pour cette session. Alors, j'ai d'abord le directeur de l'environnement qui est en charge de la croissance verte à l'organisation. Alors, nous avons d'autres orateurs que je présenterai au fur et à mesure. Certains sont avec nous dans la salle. Ceux qui sont en ligne pourront les voir également. Et nous avons également des invités en ligne. Je voudrais vous rappeler que l'interprétation est disponible dans les langues officielles de l'organisation si vous le souhaitez. Et je voudrais maintenant vous présenter l'intervention du secrétaire général de l'OCDE, M. Matthias Goldman, qui ne peut pas se joindre à nous et qui nous fait part de ses remarques par vidéo. Bienvenue au Forum 2021 de l'OCDE sur la croissance verte et le développement durable, où nous discuterons de la manière dont les mesures de relance de COVID-19 contribueront à rendre plus écologique le cadre bâti et les transports. This forum comes at a critical juncture. Ce forum intervient à un moment crucial de l'action mondiale en matière de climat. Bien que des progrès importants aient été réalisés, notamment de nouveaux engagements pris lors de la COP26, il reste encore beaucoup à faire pour mettre le monde sur la voie de la réduction des émissions net zéro d'ici 2050. Assurer une relance verte est une pièce majeure du puzzle. Notre dernière analyse dérivée de la base de données de l'OCDE sur la relance verte a révélé que seulement 21% des dépenses de relance ont un impact positif sur l'environnement et seulement une petite proportion des dépenses ont un impact positif. Nous avons besoin de réaligner nos plans pour atteindre le net zéro et également améliorer les flux financiers pour l'environnement et le transport. Les travaux de l'OCDE se sont attachés à identifier les possibilités d'optimiser la force et la qualité de la relance, notamment en progressant vers nos objectifs environnementaux communs. Ce forum est une occasion unique de discuter de la manière dont les politiques, les investissements et les comportements relatifs à l'économie du bâti et au transport peuvent contribuer à ces objectifs. Cette année marque également le 10e anniversaire
de la stratégie de l'OCDE pour la relance verte. Initialement destinée à trouver de nouvelles sources de croissance après la crise financière mondiale, la stratégie est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Permettez-moi de souligner 3 domaines prioritaires dans lesquels les travaux de l'OCDE, au sein de différents comités d'orientation, aident les pays à parvenir à une relance verte dans les secteurs de l'économie du bâti et les transports. D'abord, la mobilité urbaine et les transports. La pandémie a eu des répercussions à long terme sur la mobilité, offrant d'importantes possibilités de décarbonation au niveau urbain, régional et mondial. Par exemple, au niveau des villes, les gouvernements locaux ont encouragé le cyclisme et investi dans des infrastructures de mobilité active et partagée, dans l'amélioration de la sécurité et de l'accessibilité des transports publics et dans des options à faible émission, telles que les véhicules et scooters électriques. Ces actions ont le potentiel d'accélérer l'atténuation du changement climatique tout en améliorant les résultats en matière de bien-être au sens large, avec des co-bénéfices importants sur la santé des citoyens et sur le caractère abordable et équitable des transports. Il convient de poursuivre ces efforts et, si possible, de les intensifier. Le Forum international des transports a constaté que des politiques ambitieuses de décarbonation des transports pourraient réduire les émissions de CO2 de près de 70% en 2050 par rapport au niveau de 2015. Encourager les changements de comportement et exploiter les mesures de relance écologique pour accélérer la décarbonation des transports permettra d'accélérer considérablement la transition vers une mobilité durable. Notre dernière analyse montre également qu'une augmentation progressive des taux de taxation du kérosène peut contribuer à créer des conditions nécessaires à la décarbonation du transport aérien et à encourager les investissements dans les technologies vertes de l'aviation. Deuxièmement, le logement urbain. La reprise après Covid-19 a accéléré le passage à un nouveau paradigme urbain de villes plus inclusives et intelligentes, ce qui implique de repenser les bâtiments et les logements. Aujourd'hui, tous les résidents urbains ne bénéficient pas de la même qualité de logement. Les dépenses de relance peuvent contribuer à changer cette situation. Les villes et les bâtiments peuvent être repensés pour contribuer à accroître le bien-être des citoyens tout en réduisant la pollution et les émissions de carbone. Le projet horizontal de l'OCDE sur le logement recense les options politiques permettant de décarboner le secteur du bâtiment, notamment par le biais des codes de construction pour une meilleure efficacité énergétique, d'incitation à l'innovation en matière de matériaux et de planification urbaine. Ensuite, le tourisme. La crise Covid-19 offre l'occasion d'accélérer le passage à des modèles de tourisme plus écologiques et plus durables. Cela implique l'adoption d'une approche intégrée entre les politiques, l'industrie et la communauté, l'intégration de pratiques et de modèles commerciaux durables et la mise en œuvre de meilleures statistiques sur le tourisme afin de déterminer le type et l'ampleur du tourisme souhaité pour chaque destination. Les lignes directrices OCDE G20 de Rome pour l'avenir du tourisme, approuvées par les dirigeants du G20 à Rome le mois dernier, mettent en évidence les leviers d'action dont disposent les pouvoirs publics pour relancer l'industrie du tourisme tout en assurant une reprise durable et résiliente du secteur. Domaines d'action. Qu'il s'agisse de la politique fiscale, de la tarification du carbone, des réglementations en matière d'efficacité énergétique, de l'aménagement du territoire ou de la politique du tourisme, pour n'en citer que quelques-uns. L'OCDE s'engage à jouer son rôle en continuant à contribuer à des niveaux d'ambition plus élevés en matière de réduction des émissions et en soutenant de meilleures approches pour assurer une reprise net zéro et résiliente en s'appuyant sur nos compétences pluridisciplinaires. Vous pouvez toujours compter sur l'OCDE en cette décennie d'action pour la croissance verte. Je vous souhaite une très bonne discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, secrétaire général. With that, I'm delighted now to invite... Sur ce, je vais maintenant inviter pour l'exposé introductif Yong Tae Kim, secrétaire général du Forum international des transports. Et dans la famille de l'OCDE, le FIT apporte des conseils et nous sommes heureux de l'avoir
pour l'exposé introductif sur le thème de cette année, repenser l'environnement bâti et les transports. Merci. Monsieur Kim, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de présenter l'introduction de notre réunion. J'ai essayé d'aborder ce qui intervient dans le domaine des transports. Alors, le titre de mon exposé porte sur la relance verte, le secteur des transports. D'abord, nos prédictions. Je vais essayer d'expliquer le rôle du FIT. Le FIT est composé de 63 États membres. Nous organisons au mois de mai notre sommet annuel et nous produisons plus de 60 rapports chaque année. Et nous avons des publications phares parmi ces rapports et nous avons Perspectives du transport. Et la dernière version datée de 2021 a été lancée au mois de mai cette année à notre sommet. Et selon cette publication, nous pouvons attendre en 2050 une augmentation, un doublement de la demande dans le domaine du transport. Nous comptons au FIT sur nos capacités de modélisation. Nous essayons de prévoir ce qui peut se passer jusqu'en 2050. Nous comparons la situation actuelle et la situation future dans le domaine des transports. Nous avons 5 thèmes. La décarbonation, le numérique, l'accès universel, l'inclusion, la connectivité, la sécurité et la santé. Et pour ce qui est des émissions de CO2, il y aura une augmentation de 16% des émissions de CO2 si nous continuons au rythme actuel. On peut attendre à ce que la situation empire par rapport à aujourd'hui si nous n'adoptons pas des actions ensemble. Donc nous allons travailler ensemble à l'OCDE et également avec d'autres partenaires internationaux. Alors nous avons 6 recommandations dans notre perspective de transport 2021 parce que nous savons que si nous ne faisons rien, la situation va être pire. Et par contre, si nous adoptons des actions actives, notre situation peut être meilleure et un peu meilleure. Et si nous adoptons des actions ambitieuses, notre analyse montre que l'on peut même baisser de 70% en 2050 les émissions de CO2. La première tâche que nous recommandons aux décideurs, c'est d'aligner les mesures de relance pour redynamiser le transport et vert. Et ils doivent également évoluer dans leurs priorités pour améliorer l'accessibilité. Alors, dans le passé, le transport était axé sur le gouvernement. Maintenant, c'est sur les utilisateurs. On peut créer une plateforme pour associer différents modes de transport. Cela mène à des économies de temps et d'argent pour avoir différentes notions de transport par rapport au passé. Il y a également différents secteurs de transport avec des stratégies, particulièrement la décarbonation. Pour les transports, dans le milieu urbain, nous pouvons concentrer nos efforts, mais dans les zones non urbaines, il faut des stratégies plus ambitieuses pour améliorer la situation. Il faut améliorer l'innovation pour accélérer les percées technologiques nécessaires pour décarboner le transport. Alors, il faut une coopération également pour la durabilité des secteurs hors transport et d'autres secteurs publics. Nous avons donc des potentiels et nous avons également des défis. Et je les ai résumés. J'ai mis à jour ma
présentation PowerPoint. Ceci, c'est l'ancienne version. Alors, pour ce qui est du potentiel, il y a différentes plateformes. Les plateformes peuvent être connectées à d'autres plateformes pour créer des synergies. Nous pouvons également associer des objectifs stratégiques. Nous avons la décarbonation, le numérique, mais tous ces points sont imbriqués et nous pouvons avoir différentes associations d'actions publiques et accélérer la coopération mondiale. Quelquefois, nous avons l'impression qu'il y a chevauchement, doublon sur des questions similaires, mais en réfléchissant différemment, la communauté mondiale met l'accent ensemble sur des questions importantes. Comment faire la coordination avec nos homologues est un sujet important. Et nous avons également des défis. Dans chaque État membre, dans chaque pays, il y a des questions de coordination et de gouvernance. À la COP, par exemple, les ministres de l'Environnement participent aux négociations, fixent les objectifs, mais en fin de compte, il y a différents niveaux d'acteurs, les gouvernements locaux, les industries et même les individus. Et nous savons que des développements technologiques peuvent être réalisés, mais il faut en fin de compte changer le comportement des individus. Et néanmoins, les personnes sont convaincues que les synergies ne sont pas possibles. Changement de l'infrastructure, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, nous disons qu'il faut des pistes cyclables. Par exemple, mais l'infrastructure qui existe n'est pas conçue pour cela. Lorsque nous investissons dans l'infrastructure, c'est pour des décennies, voire davantage. Et comment pouvons-nous introduire la notion de conception universelle? C'est un défi pour l'avenir parce que nous ne pouvons pas changer les infrastructures du jour au lendemain parce que nous avons évolué dans notre réflexion. Donc, il faut y réfléchir. Alors, il y a des procédures compliquées également pour l'infrastructure. Il y a des problèmes d'expropriation, conflits sociaux, déplacement des personnes. Ce sont des tâches difficiles. Et pour finir, nous avons la cybersécurité. Si l'on numérise tout, cela veut dire qu'il faut renforcer la connectivité. Mais cela signifie que nous sommes plus exposés aux menaces. Donc, il faut résoudre ces problèmes. Et j'étais à la COP la semaine dernière à Glasgow. Je n'ai pas participé aux négociations, mais pour la première fois dans l'histoire de la COP, les ministres des Transports se sont réunis pour discuter de sujets importants c'est un événement inaugural pour passer à une phase ultérieure dans la communauté des transports. Nous avons coopéré avec la direction de l'OCDE pour créer des synergies sur des questions liées au changement climatique. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'exposé introductif et nous allons maintenant entendre les différents orateurs. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général Kim, pour les mix d'actions publiques requises pour aller vers l'émission nette zéro. Maintenant, nous allons accueillir le ministre Carlos Eduardo Correa, ministre de la Transition écologique en Colombie. Avant cela, il était ministre de l'eau potable et de l'assainissement et maire de sa ville, Monteria. Je suis très heureuse d'avoir le ministre avec nous cet après-midi pour nous donner le point de vue du point de vue de la transition et particulièrement la relance verte en Colombie. Merci. Merci beaucoup. Secrétaire général Gorman, secrétaire général Dr Kim, merci et Madame Barnsley, merci pour votre présentation. Je voudrais saluer Rodolfo Lassi. Bonjour Rodolfo, comment allez-vous? Comment vous portez-vous aujourd'hui? Nous nous sommes vus la semaine dernière à Glasgow, ainsi qu'avec le secrétaire général Gorman. La pandémie a vraiment changé la façon dont nous voyons le monde.
exigeant que nous agissions de façon coordonnée et collective, nous a aidé à comprendre que nous sommes une société résiliente lorsque nous mettons notre volonté et l'action ensemble. L'environnement et l'écosystème ont une capacité de reprise incroyable. Nous avons vu que les animaux étaient impactés par la pollution en dépit de l'impact de l'économie et de l'emploi. Nous avons compris que la reprise durable, c'est la meilleure opportunité pour corriger la cours des choses, notre planète. Nous avons travaillé la semaine dernière en vue de la conception des actions, ne pas aller au-delà de la marque de 1,5 degré. L'humanité aujourd'hui a la tâche d'entreprendre l'atténuation et les actions d'adaptation dont on a fait référence pendant les négociations des pays et les présentations des pays. Et je dois souligner qu'au-delà de la transition énergétique, il y a de nombreux programmes, initiatives ambitieux, ainsi que des projets. Les pays progressent sur les solutions basées sur la nature, par exemple, l'expansion des zones protégées, des restaurations vitales de l'écosystème telles que les mangroves, les coraux, et la mobilité électrique parmi d'autres actions dont l'objectif est d'accélérer la décarbonisation de notre économie et l'amélioration de nos écosystèmes. Les villes sont des acteurs clés dans cette transition et je voudrais partager avec vous comment nous sommes en train d'atteindre cela. Aujourd'hui, en Colombie, nous sommes en train de mettre en œuvre 3 stratégies très importantes. La neutralité carbone, qui va par la suite contribuer à une reprise durable. Tout d'abord, la stratégie biodiversité. Deuxièmement, notre stratégie de mobilité électrique. Et last but not least, l'infrastructure éolienne. L'idée est de transformer les actifs clés pour l'amélioration de la qualité de vie. Nous voulons transformer 14 villes où la nature fait partie du développement urbain durable, ainsi contribuant à la solution de nombreux problèmes économiques et sociaux. La mobilité propre est quelque chose dont la promotion a été faite pour, et ainsi que le recyclage des déchets. D'autres villes colombiennes sont également rejointes pour une résilience, une durabilité et l'atténuation du changement climatique. La mobilité durable, alors que la Colombie lance sa stratégie de mobilité électrique pour améliorer les conditions pour ce qui est de la transition. Et c'est une des mesures les plus efficaces sur lesquelles nous avons fait un progrès. 80% de l'air de mauvaise qualité produit par les transports, et le secrétaire général a évoqué ce sujet. L'objectif ambitieux d'avoir un certain nombre de véhicules électriques immatriculés et pour que nous arrivions à 600 000 en 2030. Donc l'idée, c'est de faire un progrès considérable. En 2021, nous avons déjà 4 300 voitures immatriculées, c'est-à-dire le nombre de véhicules électriques a doublé depuis 2018. La Colombie est également devenue le pays avec le plus vaste réseau de transport public électrique. C'est le marché qui croît le plus dans la région. Les stratégies vont renforcer et apporter un développement durable, créer des opportunités et de nouveaux emplois. Le secteur privé est tellement important dans ce processus et afin d'atteindre ces changements,
on doit tous agir avec une responsabilité partagée et agir maintenant. Et afin d'atteindre ces objectifs, nous devons être plus rapides dans la construction de ces politiques publiques ainsi que du point de vue législatif. En Colombie, nous avons présenté une loi sur l'action sur le climat qui incorpore nos NDAs ainsi que notre stratégie de neutralité carbone. Et de cette façon, le pays a décrit la voie. Et avec cette politique publique, nous allons pouvoir aller de l'avant, créer des emplois. Et je pense que la chose la plus importante, c'est une nouvelle prise de conscience. Nous parlons d'une nouvelle globalisation, action pour le climat, et il faut être conscient de ce qui se passe. Il faut agir très vite et il faut agir maintenant. Je vous remercie beaucoup. Ministre Correa, je ne sais pas si vous nous avez entendu. Ceux qui sont ici en présentiel vous ont applaudi. Merci beaucoup de nous avoir donné votre point de vue colombien de la relance et les villes et le développement durable, le focus sur l'électromobilité, l'infrastructure verte et l'électromobilité. Je voudrais souhaiter la bienvenue maintenant au maire Sharon Dixma, nous parler de l'expérience de la ville de Utrecht. Elle est maire d'Utrecht et avant cela, elle était secrétaire d'État pour l'infrastructure et l'environnement et secrétaire d'État également pour les affaires économiques. Et avant cela, elle est secrétaire d'État pour l'éducation, la culture et la science aux Pays-Bas. Madame, nous sommes ravis de vous avoir, mais en distanciel, avec nous. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le Conseil de la ville discute d'une résolution pour la ville, donner une priorité au vélo, si c'est adopté. C'est le cas de Paris, et donc Paris fera une expérience historique. Les cyclistes et les piétons représentent l'avenir de la mobilité. J'étais au COP à Glasgow la semaine dernière. Il y avait un message que les villes sont les moteurs du changement. Et imaginez, en 2050, 70% de la population du monde vivra dans les villes. Et avec tout cela, cette bâtie, les mouvements, la production de masse et la consommation de masse, avec les pollutions, les villes sont en train de laisser une empreinte écologique énorme, n'est-ce pas? Soyons clairs, c'est aux villes de faire quelque chose à ce sujet. Néanmoins, je dois également dire que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Les municipalités des Pays-Bas ont pris des mesures jusqu'en 2024 et aujourd'hui 72 millions d'euros ont été dépensés par le gouvernement national. Ainsi, je pense qu'il serait honnête de dire que le financement que nous avons reçu de la part du gouvernement national n'est pas suffisant. Ainsi, je dis aux leaders ou des représentants des gouvernements nationaux, mesdames et messieurs, mettez l'argent là où vous le promettez. Aux Pays-Bas, les gens qui sont vulnérables se sentent menacés par les mesures et ils sont en même temps ceux qui doivent faire tous les sacrifices. Les villes doivent aider ces personnes en faisant en sorte qu'ils soient les premiers à bénéficier des avantages que ces mesures apporteront dans le long terme. Et lorsqu'on le fait, les villes deviennent la clé même de ces changements. Nous sommes ceux qui mettent en œuvre les mesures liées au climat. Et nous avons déjà entendu le ministre de la Colombie et d'autres pays du monde. Nous osons prendre des mesures importantes vers des solutions plus vertes, plus durables. On a été fait mention de Bogota, qui a choisi radicalement, fait le choix pour les vélos, et d'autres villes comme Milan, Rome, Tokyo
et Rio de Janeiro sont également en train de découvrir, et peut-être même en raison de la COVID, les avantages de l'utilisation des bicyclettes, des vélos en ville. Nous sommes ceux qui mettons en œuvre l'approche climat et cela peut être la clé du changement. Beaucoup de villes osent déjà prendre des étapes très importantes vers les solutions plus vertes et mieux en matière sanitaire. Et vous savez, je reconnais les ambitions de ma propre ville. Pendant des années, nous étions tout en haut comme ville de vélo. À Utrecht, il y a plus de vélos que d'habitants et la ville fournit des facilités supplémentaires à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un vélo ou qui ne peuvent pas utiliser le vélo. Ainsi donc, nous avions le tout premier goulot d'étranglement des vélos. Il faut rendre l'espace disponible et cela, bien évidemment, veut dire qu'il faut penser à l'avenir et faire des choix importants. Nous prenons ces choix en mettant la santé au cœur même de toutes nos politiques. Car après tout, nous croyons que c'est la seule façon de faire en sorte que notre ville soit prête pour les générations à venir, c'est-à-dire prendre des choix radicaux lorsqu'il s'agit de la ville, mais également utiliser les zones vertes et la biodiversité de façon beaucoup plus stratégique dans le développement urbain pour une vie saine à travers une planification urbaine saine. Cela veut dire prendre des choix difficiles. Par exemple, nous avons démoli une autoroute à 12 voies qui traversait le centre-ville et nous avons restauré le canal d'origine. Donc, le centre-ville est encore une fois entouré de 5 kilomètres de canal rempli d'eau. Et là où il y avait des voitures qui polluaient aujourd'hui, vous avez l'eau et la verdure au cœur de la ville. Et l'ouverture était l'année dernière pendant la pandémie de la COVID et c'était un énorme succès. À partir du premier jour, marcher le long du canal était un succès pour tous, ceux qui étaient chez eux, et donc un moyen de relaxation et une certaine liberté, pour ainsi dire, à l'air libre. Et les réseaux des voies des vélos sont incorporés dans notre infrastructure et dans certains endroits, il y a tellement de vélos que la voiture doit laisser la voie au vélo. Et l'importance donc est donnée aux vélos et aux piétons. Dans notre gare centrale, nous avons des lieux de garage, de parking à 3 étages, plus de 12 000 places pour garer son vélo. Alors, bien évidemment, nous réfléchissons à toutes ces solutions avec nos partenaires, la main dans la main avec nos partenaires. Maintenant que nous avons un modèle d'entreprise, nous faisons partie des 3 zones les plus compétitives en Europe avec des entreprises durables qui veulent se trouver à Utrecht. Donc, beaucoup de changements, comme vous voyez, qui commencent à une petite échelle et même autour d'une table de cuisine. Je suis non seulement mère, mais également mère de famille. Par exemple, une station de recharger sa voiture électrique pour refournir de l'énergie au réseau. Et vous savez, nous sommes une première région bidirectionnelle dans ce sens et nous avons le plus grand nombre de voitures partagées et stations de chargement. Et ces stations, bien évidemment, ne vont pas sauver le climat si elles se limitent à une seule ville. Nous devons avoir cela étendu à toutes les villes. Et c'est la raison pour laquelle il faut lancer le défi à vos partenaires. Et n'hésitez pas à copier les idées des autres. Et nous espérons pouvoir être une inspiration à d'autres villes, tout comme d'autres villes représentent une influence pour nous.
Peut-être que Paris, un jour, ça deviendra la capitale du vélo dans quelques années. Est-ce que cela me gêne? Non, mais pas du tout. C'est mon message à vous aujourd'hui. Atteindre nos cibles de climat. Il faut pas être le premier, le plus grand, le plus intelligent, mais il faut être ensemble pour atténuer ces changements climatiques. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens la coopération continue entre nos villes. En conclusion, l'Alliance des maires qui a été conclue à Glasgow et avec le pacte vert européen, toutes les idées pour rendre les villes un peu plus durables, plus vertes et plus saines deviendra une grande étape pour rendre le monde un meilleur endroit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la maire. Vous nous avez donné beaucoup d'exemples différents, des exemples remarquables. L'Utrecht est une inspiration de ces exemples de comment l'environnement bâti et le transport peut soutenir une reprise verte, mais une transition verte. Avec cela, je voudrais maintenant vous présenter notre dernier orateur, Madame Federica Fricano, pour nous parler de COP26 et l'expérience de l'Italie pour la reprise verte. Madame Fricano fait partie du ministère de la transition écologique de l'Italie. Elle est directrice des affaires européennes et action climat. L'Italie, la coprésidence de COP26 en même temps que le Royaume-Uni et avoir la présidence du G20 cette année qui a compris avec une partie climat, énergie très importante, une année, je pense, très pleine d'activités. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour refléter sur le COP26. Merci. Et de notre sujet d'aujourd'hui. Merci, vous m'entendez? Oui, tout à fait, nous vous entendons. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre réunion. C'était donc pendant le G20, nous avions toute une partie qui était consacrée à la reprise, mais également le rôle des villes dans la relance et les transformations que nous recherchons tous. Et je suis très heureuse d'apprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et je vous invite à revenir sur les conclusions de la réunion du G20 qui a invité à beaucoup d'actions et de politiques que les pays sont invités à mettre en place afin d'avancer dans l'utilisation de fonds de reprise et le rôle des villes en tant que championne de neutralité. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Beaucoup a déjà été dit de résultats de COP26. Je ne vais pas vous dire ici si c'était un succès ou ça ne l'était pas. Je pense que les gens ont tendance à oublier ou comprennent mal ce que le COP doit faire et ce que la COP peut atteindre. C'est un processus multilatéral avec des aspects positifs dont l'objectif est de garder autour d'une même table un nombre divers de pays avec des priorités politiques économiques très, très diverses. Et l'objectif est de trouver une solution incrémentale. Et je pense que dans ce sens, le COP26 a livré de très bons résultats. Si vous regardez le pacte de climat de Glasgow qui souligne un processus tourné vers l'avant pour accélérer l'ambition sur l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Et nous avons complété le livre des règles de Paris sur la régulation du marché de carbone, la transparence qui fait très grande partie de l'accord de Paris où le pays est responsable de ce qu'il déclare faire. Et COP26 a répondu après de nombreuses années de discussions et suite à l'exemple du G20,
à l'appel de la science, le rapport du GIEC de réduire le fossé pour atteindre les 1,5 degrés et pour augmenter l'ambition de l'atténuation climatique. Et il faut préparer pour le prochain COP qui est l'année prochaine, à faire appel aux pays qui n'ont pas encore fait de communiquer leur niveau et en même temps ceux qui ont déjà présenté leurs chiffres, de présenter leur objectif et le respect de ce que la science nous demande. Et l'appel pour la réduction des carburants fossiles et en tout état de cause, c'est la toute première fois que la conférence des partis, on parle d'accélérer la transition énergétique dans cette décennie. C'est la partie qui est tout à fait pertinente. Il y avait également le sommet des leaders qui a fait des annonces et des actions qui est valable au sujet d'aujourd'hui. Les questions que nous évoquons aujourd'hui, c'est les secteurs maritimes, contrôler les émissions également pour les transports dans le secteur maritime, de l'aviation et le transport en général avec la discussion de l'électrification, bien évidemment. Et le véhicule électrique. Ce qui est important maintenant, c'est de comment traduire ces engagements en réalité dans des véritables politiques publiques et faire en sorte que tout le monde soit tenu responsable. Et cela doit être fait avant 2022 car la COP27 est très bientôt et il faut évaluer les promesses qui ont été faites, les actions qui ont été annoncées à la COP26 commencent à être une réalité. La Glasgow, en fin de compte, a défini les besoins de la décennie actuelle et cette décennie doit être la décennie des actions climatiques et la raison pour laquelle la décision que les gouvernements prendront aujourd'hui sont cruciales afin d'atteindre ces résultats et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de travailler sur la relance, la reprise. La relance est une opportunité unique pour les pays, comme nous disons, pour mieux construire en mieux et construire en mieux, allant de l'avant, mettant des actions et des plans qui nous mettent dans la bonne voie vers le 1,5. Comme il a été dit, c'est une opportunité unique et les pays ne doivent pas perdre cela de vue, cette façon d'augmenter leur action pour ce qui est du changement climatique, l'atténuation de ce changement climatique et l'adaptation. Tout ce qui se passera sera très important pour ce qui est de l'action sur le climat. Je vous remercie beaucoup. Thank you so much, Ms. Merci beaucoup, Madame Africano. Je dois dire que avec plaisir que nous avons un peu de temps, je vais donner la parole à notre directeur Rodolfo Lessi pour les questions. Alors, nous avons des questions pour les panélistes. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la pandémie de la COVID-19, Madame Africano a parlé de l'importance de la pandémie sur la définition des mesures publiques. Comment pensez-vous que la pandémie de COVID-19 a influencé le débat sur la croissance verte et le développement durable? Est-ce que les priorités ont changé? Si oui, comment? Est-ce que cela a eu une influence sur vos politiques, vos programmes, les stratégies à long terme que vous envisagez? Nous pouvons peut-être commencer avec le Dr Kim. Merci. Merci beaucoup pour cette question intéressante. Pendant la pandémie, je pense que nous avons fait l'expérience de deux choses. D'abord, nous avons appris
que le problème venait d'un développement imprudent des êtres humains qui ont en fait empiété sur certains territoires, ce qui est un danger pour la vie humaine. Nous l'avons appris sérieusement. Et pendant le confinement, lorsque je restais chez moi, je me suis rendu compte que l'air était plus propre. J'ai senti la qualité de l'air parce que avant, théoriquement, nous savions que l'air pouvait ne pas être de bonne qualité, mais nous voyions des voitures dans la rue. Les personnes ne se déplaçaient pas et nous nous sommes rendus compte que certains objectifs peuvent être atteints. Et nous avons connu une meilleure qualité de l'air. Et cela a eu une résonance auprès des décideurs politiques. Pour ce qui est de la mise en œuvre, on parle toujours de passer de l'ambition à l'action et il faut agir maintenant. Mais comme je l'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous, par exemple, au FIT, nous essayons de quantifier, d'apporter des preuves quant à l'effet des mesures gouvernementales. Nous l'avons lancé pendant la pandémie avec plus d'un millier de mesures, avec des réductions quantifiées d'émissions en CO2. Nous savons que les situations varient d'une société à l'autre, mais si nous utilisons ces mesures, nous pouvons prévoir quelle est la quantité de réduction de CO2 que l'on peut obtenir. Et nous avons ajouté pendant la COP 20 autres mesures. Nous avons 86 mesures que les gouvernements peuvent utiliser. Ça peut aider les décideurs politiques à mettre en œuvre certaines mesures. Nous avons des difficultés de système de gouvernance. Vous avez les gouvernements locaux dans les villes qui prennent des mesures et le gouvernement qui adopte également des mesures au niveau central. Mais avec de telles mesures, nous pouvons peut-être aboutir plus facilement à un consensus. Voilà ce que nous comptons continuer de fournir. Merci, Dr Kim. Monsieur le ministre, je ne vois pas l'écran. Monsieur le ministre Correa, est-ce que vous êtes avec nous? Sinon, je peux demander peut-être... Ah, il est là. Merci. Merci, Rodolfo. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Très bien. Merci, Rodolfo. Je pense que la pandémie nous a aidés à créer une prise de conscience collective. Nous avons compris que l'environnement est pertinent pour le développement économique, pour les personnes qui passaient par des moments difficiles en tant qu'humains, la société, la nature était un refuge. Et nous avons compris l'urgence d'agir en faveur du climat collectivement. La croissance verte et le développement durable, c'est un débat central. Je pense, Rodolfo, que la chose la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une direction claire. Nous avons en Colombie 2 défis majeurs. Être neutre en carbone d'ici 2050 et être positif vis-à-vis de la nature. Et si l'on a un objectif collectif, c'est plus facile d'y réussir. Et la COVID a changé les priorités pour les gouvernements, pour le pays, pour le secteur privé, pour nous en tant qu'êtres humains. Et il nous faut comprendre que le seul moyen d'agir, c'est d'avoir une finalité, un but. Il nous faut changer nos habitudes à présent. Il nous faut vivre mieux. Il nous faut réfléchir rapidement, différemment. Il faut que la technologie soit au centre de nos actions, que l'on innove. La COVID nous a rendus plus conscients
par rapport à ce qui se passe. Le secteur privé, ici, joue un rôle très important pour cette relance. Mais ce que je voulais dire également, c'est que les priorités ont évolué et que nous, en tant que dirigeants, nous devons avoir plus de leadership vers le changement. Comme je vous l'ai dit, nous avons être plus responsables. C'est le seul moyen d'avoir une vie meilleure. Et pour conclure, je voudrais dire que nous avons besoin de politique, nous avons besoin de législation et nous avons besoin d'action. Parce que sans cela, les gouvernements vont se succéder et ce n'est pas ce que les personnes veulent. Les personnes veulent avoir une perspective 2030, 2040, 2050 et il faut donner de l'espoir aux personnes. Et en tant que dirigeant, il faut le faire avec la législation et l'action publique. Merci. Nous avons vu dans plusieurs villes colombiennes que les personnes veulent utiliser des modes de transport utilisant l'électricité. Il y a différents modes de transport propres. Il y a de nouvelles technologies qui sont sur le marché. Le secteur privé fait la promotion de ces modes et reçoit d'ailleurs de l'aide dans le cadre de la relance. Comme le docteur Kim l'a dit, il faut que les mentalités changent, mais qu'à long terme également, la vision des citoyens change. Madame la maire Jixma, vous avez fait la promotion de l'électromobilité à la COP. Vous avez également facilité de nombreuses discussions pour l'accord de Paris. Avez-vous des réflexions sur ce point? Maintenant que vous avez pris des décisions, que vous mettez en œuvre l'accord de Paris, je dois dire que ce n'est pas facile. Dans mon intervention, j'ai dit au gouvernement de faire ce qu'ils disent. On se rend compte que ce n'est pas encore le cas. Les plans existent. Il y a de bonnes inspirations. Les ambitions y sont également pour avoir des options durables, vertes. Il faut coopérer. Les villes, les partenaires privés, les gouvernements nationaux, les industries doivent avoir le même programme d'action. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, à Glasgow, nous avons vu que nous rations quelques occasions et cela est préoccupant pour moi. Je suis une personne optimiste. J'étais à Paris, j'étais ministre de l'Environnement à l'époque et j'étais submergée habitée par l'idée que nous étions en train d'apporter un changement dans l'histoire et que j'aurais des petits-enfants et que je pourrais leur dire « moi, j'y ai participé », pas seulement au nom des Pays-Bas, mais au nom de l'Europe. J'ai pu agir, négocier. Et en regardant les 6 dernières années, les mesures étaient trop limitées. Alors, il nous faut accélérer, il nous faut de meilleures stratégies, il faut un bon financement. Je sais qu'il y a suffisamment de financement, mais ce n'est pas bien réparti et nous pouvons y remédier. Je ne suis pas pessimiste, je sais que nous pouvons agir, faire la différence, mais il nous faut beaucoup plus de partenariats qu'à l'heure actuelle. Et ce sens d'urgence ne doit pas disparaître. La directrice Fricano, vous êtes donc une leader en termes de genre. Pour ce qui est de la première question, il y a certaines questions que l'on peut tirer de la COVID-19 qui ne sont d'ailleurs pas terminées.
C'est notre fragilité. Notre système peut être paralysé par de tels défis. Et il est important de coopérer, de travailler ensemble. Si les chercheurs à travers le monde n'avaient pas travaillé ensemble aujourd'hui, on ne se serait pas trouvé dans cette situation améliorée de lutte contre la COVID. Je pense que nous pouvons appliquer cela au changement climatique. C'est un autre défi mondial urgent qui requiert que l'on travaille ensemble. Alors, si vous regardez ce qui se passe dans tous les pays, pas seulement dans les pays en développement, mais en Europe aussi, un peu partout, le changement climatique est visible. Nous voyons l'impact de ce changement ressenti par tous. Et j'en conviens avec le ministre Correa et la maire de la ville d'Utrecht, l'environnement est au cœur de tout. Et le rôle des villes, même pendant la pandémie, indique qu'il est important que notre environnement de vie, notre cadre de vie, soit approprié pour les défis futurs. Pour ce qui est, j'ai lu d'ailleurs une question dans le chat. Comment est-ce que c'est les heures seront différentes par rapport au passé? Je crois qu'il y a une différence parce qu'il y a une urgence. Et nous savons que le changement climatique est un défi majeur et nous en avons conscience plus qu'il y a 6 ans à Paris. Et la société civile appelle à l'action également et exerce une pression et nous demande de rendre compte par rapport à nos promesses, par rapport à nos actions. Et perdre l'occasion d'utiliser la relance post-Covid, eh bien, ferait que nous ne serions pas à la mesure de nos responsabilités. Nous avons déjà approuvé un plan de 235 millions d'euros et 47% de ce plan est consacré à la transition verte. Il y a différents projets prévus pour le transport dans les villes, l'infrastructure pour mettre plus à profit l'électrique, les pistes cyclables et l'adaptation également. Quand on parle de changement climatique, il ne s'agit pas simplement d'atténuer, mais également de s'adapter. Même si l'on arrive à maintenir la hausse à 1,5 degré maximum, l'adaptation reste de mise. Merci beaucoup, Federica Africano. Nous arrivons au terme de la session d'ouverture. Secrétaire général Kim, c'est le ministre. Madame Africano, merci au nom du secrétaire général, je vous remercie. Nous avons discuté de la relance verte dans l'environnement de transport. Nous avons examiné les possibilités dans le transport avec le directeur général Kim, les perspectives avec le ministre Correa et Madame la maire Chixma et le rôle de la coopération internationale. Et les intervenants ont également abordé les conséquences de la COP26 et ce que nous pouvons en tirer pour l'avenir. Notre prochaine session après une pause sera à 15h20 sur les transports urbains et la conception des villes. Vous allez vous connecter par cette session qui sera suivie
par des sessions sur le tourisme durable, repenser le tourisme durable, efficacité énergétique et cadre bâti, verdir les transports à moyenne et grande distance, suivi analyse des mesures de relance verte. Vous pouvez vous joindre à nous en présentiel ou en ligne pour les sessions à venir et merci encore une fois à tous les panélistes. Merci.